Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé le mercredi 14 novembre au désarmement et à une démobilisation immédiate et permanente du M23, se félicitant de l'annonce faite par le groupe rebelle de mettre fin à son insurrection sanglante dans l'Est, dans le Nord Kivu. Hein, c'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Et dans l'entretemps, on sait que les M23 et le gouvernement congolais ont échoué à signer un accord qui devait mettre fin au pourparlers de Kampala qui dure depuis 11 mois. Monsieur Mbelou, quelle lecture hein, devrions-nous avoir de ces dernières évolutions? Monsieur Etienne Ngandou, euh, si vous relisez mes trois articles intitulés Étudier les victoires de FRDC, vous vous rendrez compte que ce qui vient de se passer dans l'Afrique centrale est un coup de théâtre. Un coup de théâtre orchestré par ce que nous ne cessons d'appeler les acteurs majeurs de la guerre de prédation et d'agression imposée à notre pays. Ils viennent de passer de l'usage de la puissance forte à la puissance douce. Cette fameuse guerre de prédation et d'agression va se poursuivre, mais elle est en train de changer de forme. Ce sont les initiateurs de cette guerre qui ont pris la décision d'en changer la forme. Et je vous recommande vivement, et je recommande à nos auditeurs de pouvoir lire le dernier livre de Ralph Kusters, Chasseur des matières premières. Ils vont se rendre compte qu'il y a déjà une initiative publique-privée qui a été prise par les initiateurs de cette guerre de prédation et qui a été avalisée par le gouvernement fantoche de Kinshasa. C'est la validation de cette initiative publique-privée qui a conduit à la cessation du recours à la puissance forte pour que la, l'Afrique centrale puisse être l'objet de l'usage de la puissance douce. C'est-à-dire, rien n'a changé sur le fond. Ceux qui veulent avoir les Kivu, l'Ituri et le Katanga comme leur espace d'exploitation des ressources naturelles vont continuer à mener leur guerre, mais doucement, pour qu'effectivement cet espace géographique du Congo leur appartienne. Alors, ils ont demandé aux milices qu'ils avaient créées de pouvoir se retirer sur tous les fronts. Et c'est ce que ces milices-là ont fait. Et si le gouvernement fantoche de Kinshasa n'est pas arrivé à apposer sa signature sur le texte de l'accord à signer avec la milice ougando-rwandaise du M23, c'est parce que ce gouvernement a déjà accepté que l'espace géographique dont je viens de parler appartiennent aux acteurs majeurs de la guerre de basse intensité. Donc, signer ou ne pas signer l'accord, n'importe peu. L'essentiel, c'est que l'espace que ces messieurs-là, et avec leurs cosmocrates, voulaient avoir, leur a été octroyé à partir de la signature de l'initiative publique-privée. Alors, pendant que nous acharnons sur la signature de l'accord, eux ont déjà eu ce qu'ils voulaient avoir. C'est à ce niveau-là que nous devrions nous rendre compte que la théâtralisation de la guerre dans l'Afrique centrale sert euh, la, la cause de la conquête de cet espace par les acteurs majeurs
et les multinationales. Donc pendant qu'ils nous distraient avec la guerre de basse intensité, avec l'usage de la puissance forte, ils font signer des documents, des accords, et ils font signer des initiatives au gouvernement de Fantoche de Kinshasa, dont l'initiative publique-privée qui va bientôt connaître sa mise en pratique dans dans l'Ekivu, l'Ituri et le Katanga. Justement, à propos de cet accord de Kampala, les porte-parole du gouvernement de Kinshasa, M. Lambert Mende, accusent la facilitation ougandaise d'être à la base de l'échec de la signature du document qui devait sanctionner la fin des pourparlers des Kampala entre Kinshasa et les rebelles du M23. Et c'est au cours d'un point de presse tenu le jeudi 14 novembre qu'il a expliqué cela. Il a également affirmé qu'il était entendu clairement que les contenus à signer ne devaient pas être un accord. Monsieur Mbelou, n'est-ce pas là une simple querelle byzantine des mots? Je viens de vous dire ceci. Ce que les acteurs majeurs et les multinationales cherchaient, c'était la balkanisation de notre pays. Ils viennent d'être sûrs qu'ils peuvent avoir l'espace qu'ils enviaient sans passer par la signature de l'accord de Kampala. Alors, c'est là que nous sommes un peu desservis par la désinformation, la propagande et la manipulation de l'information à partir de Kinshasa. Pendant que nous continuons à débattre sur cet accord, les acteurs majeurs et les multinationales ont déjà eu l'espace géographique dont ils avaient besoin. Donc, je dirais que nous continuons à débattre sur le sexe des anges, alors que l'enjeu majeur et ce qui était poursuivi par les acteurs majeurs et les multinationales a été atteint. Demain ou après-demain, nous allons poursuivre le débat, mais c'est un débat qui ne sert plus à rien. Le débat servait à ceci. Il signe l'accord, et la milice ougando-rwandaise infiltre les institutions congolaises comme l'AFDEL l'a fait, comme le CNDP l'a fait, comme le RCD l'a fait. Mais ces infiltrations servaient à l'affaiblissement des institutions congolaises pour que la balkanisation et l'implosion du pays soient consommées. Mais maintenant que cette balkanisation et cette implosion peuvent être obtenues à partir des accords signés avec le gouvernement fantoche de Kinshasa, et l'accord à signer entre le M23 et ce même gouvernement ne sert plus à rien. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, que nous puissions régulièrement revenir à l'enjeu majeur. La signature de l'accord servait à quoi? Affaiblir les institutions pour la balkanisation et l'implosion du pays. Mais si cela peut être obtenu par d'autres moyens, par la signature d'autres documents, donc on peut ou ne pas signer l'accord de Kampala, cela n'a plus aucune valeur. C'est ça que nous ne semblons pas comprendre. Nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à percer les enjeux de la guerre de basse intensité de prédation. Nous n'arrivons pas toujours à en identifier les acteurs majeurs et leur mode opératoire. C'est ainsi que nous sommes un peu désaxés chaque fois que ce mode opératoire change. Nous continuons à débattre sur un sujet qui n'est plus d'actualité pour les acteurs majeurs et les multinationales. Voilà, nous en sommes là. À propos de la réintégration des rebelles, toujours le même Lambert Mende a déclaré que le gouvernement n'acceptera pas l'intégration
des éléments des ex-rebelles du M23 au sein des FRDC. C'est là d'autant plus qu'une telle intégration individuelle ou collective ne fait pas partie des obligations qui lui incombent au terme des pourparlers de Kampala. Est-ce que finalement on ne sait plus quoi dire par rapport à cette situation, hein? Non, on Ce n'est pas sait. ce que ce n'est pas ce que Raymond Chibanda avait dit. Raymond Chibanda Non, et on a non, l'impression que Lambert Mende et Raymond Chibanda ne font pas partie du même gouvernement. non. Ce sont des débats théâtralisés ou des débats qui théâtralisent ce qui se passe dans notre pays pour nous distraire. Ces débats-là n'ont plus leur raison d'être. Mais M. Lambert Mende veut continuer à nous faire croire que ce débat-là est encore d'actualité. Je recommande à nos auditeurs et à vous-même de lire le 9e ou le 10e chapitre du livre de Ralph Kusters, Chasseur des matières premières, pour que vous compreniez que l'essentiel, ce que les multinationales et les acteurs majeurs de la guerre de prédation menée contre le Congo voulaient atteindre est en train d'être atteint. On n'a pas besoin de Lambert Mende ou de Raymond Chibanda pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et c'est depuis 2011-2012 que l'initiative publique-privée a été prise et sa mise en pratique est en train d'être rendue effective. Donc, si nous continuons à nous laisser distraire par ce débat-là sur les accords, nous n'aborderons pas en profondeur la question de l'initiative publique-privée telle qu'elle est en train d'être débattue, mais aussi nous n'arriverons pas à comprendre que cette initiative publique-privée est en train d'être rendue effective. Elle est en train d'être mise en pratique. Donc, par rapport à l'avancement du dossier des acteurs majeurs et des cosmocrates, nous sommes en retard. Le débat est en retard. Et bon, c'est lié peut-être aussi à notre manière de fonctionner. Nous fonctionnons avec des médias qui ne font que commenter l'actualité qui est servie souvent par les médias dits internationaux, qui ne sont que les médias dominants. Nous avons rarement au Congo des journalistes d'investigation, ce qui fait que par rapport au sujet de l'actualité, il me semble que nous sommes en retard. Toujours à propos de cette situation à l'est du pays, les députés du Parlement de Kinshasa ont convenu le mercredi 13 novembre de cotiser entre 500 et 1000 dollars américains chacun pour soutenir les militaires engagés contre les groupes armés dans l'est de la RDC. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information également. Et ils poursuivent. Cette action ponctuelle vise à soutenir ces militaires en attendant de résoudre de manière durable la question de leurs conditions de vie et de travail. Hein, et affirme un député, c'est un député de l'UDPS qui a dit cela. Et certains députés ne semblent pas partager, ne sont pas d'accord avec cette initiative. Hein. Ils disent que c'est de manquer de vision pour l'armée congolaise que de la réduire au niveau des cotisations. Mais voilà qui est tout à fait insolite, hein, cette situation. Les Congo n'a-t-il pas un budget conséquent pour faire face à cette situation, M. Mbelou? Mais vous parlez de quel Congo? Notre pays ne dispose pas d'un leadership visionnaire. Ah, nous avons eu la chance cette semaine d'écouter le professeur des universités, Monsieur André Mbata Betoukoumessou, qui a édifié nos jeunes à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en revenant sur cette question, en disant qu'effectivement, au Congo, nous n'avons pas un leadership visionnaire. Comment voulez-vous qu'au même moment où on nous affirme que le Congo
connaît une croissance économique de 8%, ils soient incapables de payer les militaires au front. C'est pour vous dire qu'effectivement, ce qu'il y a eu au front, c'était du théâtre. Ce n'était pas une véritable guerre menée par les FRDC. Et au jour d'aujourd'hui, nous savons que le gouvernement de Fantoche de Kinshasa a été surpris par les décisions prises par les acteurs majeurs de de la guerre de basse intensité. Le gouvernement de Kinshasa a été pris au dépourvu. N'est pas payer les militaires. Il y a d'ailleurs, comme je l'apprenais hier ou avant-hier, il y a au moins 100 généraux qui n'ont plus touché leur salaire il y a plus de 2 ou 3 mois, et tous les militaires n'ont pas été payés il y a plus de 3 mois. Il n'y a pas que les militaires. Les enseignants ne sont pas payés. Il n'y a que ces députés-là, et je vous dirai pourquoi on les paye, qui peuvent encore toucher leur salaire avec certains membres du cercle des nouveaux prédateurs opérant dans notre pays. C'est pour vous dire que la théâtralisation de la victoire des FRDC n'a pas arrangé ceux qui, de l'intérieur du pays, participaient de cette guerre, de la déstructuration, de la déstabilisation et de la mort du Congo. Alors maintenant, on dirait qu'ils sont en train de punir certains généraux qui ont été engagés aux côtés de l'ONU et de sa brigade d'intervention. Donc, disons ceci. Pour le moment, le fait que les militaires ne puissent pas être payés et que les députés ne puissent pas demander au gouvernement de se justifier sur cette question-là, cela prouve que le Congo n'est pas dirigé du tout. Le Congo navigue à vue. Monsieur Mbelou, oui. Vous parlez de leadership, mais on a comme l'impression qu'au Congo, depuis l'époque de Mobutu, on continue à fonctionner avec cette idée de l'homme providentiel qui vient. On les voit bien. Non. Par exemple, au Katanga, avec ce que Moïse Katumbi fait, cette politique des dons, il fait des dons par-ci par-là, hein, et il est présenté comme le modèle exemplaire de l'homme politique au Congo. Non. C'est une situation qui semble bien convenir aux Congolais. Non. Nous parlons d'un leadership visionnaire, c'est-à-dire que ce dont le Congo souffre depuis cette époque-là, c'est d'avoir des hommes et des femmes capables de pouvoir assurer un travail qui guide ce pays-là à jouir de sa souveraineté politique, économique, culturelle, sociale, spirituelle, etc. Donc, le jour que ce pays-là a ses dignes fils et filles qui ont une vision, qui puissent l'aider à rêver, les choses vont changer de fond en comble. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ce sont les capitaux médaillés des acteurs majeurs et des multinationales. Comment voulez-vous que ces gens qui sont au service des capitaux médaillés et des multinationales se mettent à payer les militaires qui ont été au front et qui, malgré les interventions extérieures, ont essayé quand même, tant bien que mal, de participer à ce qui a constitué une victoire des FRDC. Je dis bien de ce qui a constitué parce que jusqu'à ce jour, moi je crois dans la théâtralisation de cette victoire-là et nous sommes en train d'assister maintenant aux conséquences de ce théâtre. Si effectivement nos forces armées
avaient remporté la victoire, leur paiement, leur soutien du côté du gouvernement serait automatique. Mais comme ce n'est pas automatique, c'est signe qu'effectivement, ceux qui font office des gouvernants du Congo ont été surpris par les discours qui ont été tenus par ces... Quand vous écoutez par exemple le général Olenga, il vous dit ceci, que ce qui a affaibli les FRDC, c'était les infiltrations opérées au moment des brassages et des mixages. Vous croyez vraiment que ce discours-là ait fait plaisir au gouverneur de Kinshasa qui tirait profit de cette guerre et qui avait organisé ces brassages et ces mixages? Nous ne serons peut-être pas surpris d'apprendre demain qu'Olenga ou Amouli ou qui c'est l'autre là, c'est qui dont vous avez parlé, ont été assassinés ou abattus. D'ailleurs, quand vous lisez l'échange que Olenga a eu avec Colette Brackman, il dit lui-même que n'eût été la vigilance de sa secrétaire, il aurait été abattu. Quelqu'un, un militaire, venait vers lui dans son bureau avec un revolver et des balles. Donc, il a été sauvé de justesse par la vigilance de sa secrétaire. Hein? Nous ne devons pas nous leurrer sur la tournure que les choses sont en train de prendre maintenant, mais pour me répéter, je vous dirais que ceux qui étaient poursuivis dans l'organisation de la guerre menée par les milices ougando-rwandaises a été obtenu par la signature de l'initiative publique-privée. Très bien, on passe à autre chose. Joseph Kabila a promulgué le week-end dernier une ordonnance portant création du Comité national de suivi des recommandations des concertations nationales. Monsieur Mbelou, on a comme l'impression que depuis la fin de ces concertations nationales, c'est les vides politiques. Joseph Kabila a fait des promesses et rien ne se matérialise pour l'instant. Ceux qui sont informés comme nous sur les enjeux réels de notre pays savent pourquoi il y a ce vide. Hein? C'est un vide qui va perdurer. Pourquoi? Ce ne sont pas les messieurs dont vous parlez là et dont nous ne voulons pas citer les noms qui mènent le Congo, non. Eux-mêmes, aujourd'hui, ils sont soumis à une équation difficile de la part de leurs parents. Ils doivent, à un certain moment, s'oublier. Je vous donne une information. Hier ou avant-hier, nous avons appris que l'un des Congolais ou les soi-disant Congolais ayant usurpé la nationalité congolaise, qui était en vue comme Premier ministre, a décliné. Il a simplement dit à ses parents que son état de santé ne lui permet pas de pouvoir assumer cette charge-là. Donc, ce n'est pas le monsieur dont vous parlez qui désigne qui que ce soit. Non, il avalise les décisions qui lui sont communiquées par les véritables maîtres du Congo, du moment, hein, en attendant que les choses changent. Alors, il peut faire semblant de signer, et puis il n'y a pas eu, essayez de corriger votre vision des choses, il n'y a pas eu de concertation nationale dans notre pays. Il y a eu une sorte de Makanda Kabobi. N'oubliez pas que ce monsieur-là, c'était un Mobutu bis. Il essaie de copier Mobutu dans tout ce qu'il a fait. Il a organisé une rencontre avec sa famille politique et quelques soi-disant opposants facilement corruptibles pour pouvoir se refaire une petite santé politique. Mais c'est une santé inutile, une petite santé politique inutile. Il fait déjà partie
des créatures de l'histoire. S'il ne comprend pas cela, s'il ne comprend pas qu'il fait déjà partie des créatures de l'histoire, il va finir comme son modèle, M. Mobutu, il va finir mal. Vous savez que si Mobutu avait compris en 90 que c'était fini, qu'il pouvait passer la main, il aurait encore vécu pendant quelque temps à son aise, si pas au pays mais ailleurs. Il aurait bien terminé son parcours politique, mais il n'a pas compris quand il a prononcé son discours du 24 avril 1990, il n'a pas compris juste après que c'était fini. C'est ce qui est en train de se réaliser maintenant. Il y a tout un groupe d'acteurs politiques ou pseudo-politiques congolais qui ne comprennent pas que c'est fini. C'est fini. Mais à propos de Oui. l'opposition politique à Kinshasa, il semble qu'elle vient de créer une coalition pour les vrais dialogues. C'est Vital Kamerhe et les forces acquises au changement de Martin Fayoulou, hein, qui ont fait cette annonce. Et ces mouvements politiques, semble-t-il, s'appellent Sauvons la RDC. Et ils disent que cette union sacrée de l'opposition aura pour but de faire les gendarmes du processus de démocratisation en RDC. Est-ce que ce n'est pas un peu naïf? On a comme l'impression que l'opposition agit toujours après coup. Elle n'anticipe pas, elle attend que Kabila agisse pour ensuite essayer de s'organiser ou de sauver sa face. Espérons que cette fois-ci sera la bonne. Mais une question que moi je poserai à ces messieurs-là est la suivante. Pourquoi n'ont-ils pas dit qu'ils ont plagié Coutinho? Coutinho avait déjà initié un mouvement allant dans le même sens, sauvant le Congo. Ça, c'est d'un. De deux. Pourquoi doivent-ils chercher à sauver le Congo et non à souverainiser le Congo? Le problème n'est pas de sauver le Congo. Le problème, c'est de rendre ce pays-là souverain. J'ai dit, espérons que pour eux, cette fois-ci sera la bonne. Mais la façon dont ils mènent leur combat laisse un peu à désirer. Et comme vous l'avez souligné, ils réagissent après coup. Le problème n'est pas de réagir après coup. Le problème, c'est d'avoir une vision pour le Congo. Et le comble est que tout en fustigeant le fait que celui qui dit qu'il est à la tête du Congo aujourd'hui a usurpé le pouvoir. Eux composent avec cette usurpation du pouvoir en disant qu'ils attendent 2006. Là, il y a un problème. C'est que ils participent de l'usurpation du pouvoir. Bon, personnellement, je leur concède le fait qu'ils ont leur modus operandi, espérant qu'ils vont tenir bon, espérant que cette fois-ci, ils vont réellement se mettre ensemble et travailler ensemble pour un temps assez considérable afin que nous puissions voir certains résultats. Mais je vous dis d'ores et déjà que eux-mêmes ont reconnu que leur association est conjoncturelle. On ne peut pas faire avancer le Congo avec des mouvements, avec des associations conjoncturelles. Le conjoncturel, c'est de l'aléatoire, c'est du passager. Les compatriotes n'ont plus besoin de mouvements aléatoires et passagers. Ils ont besoin de quelque chose qui soit consistant et constant. Et c'est là que, personnellement, c'est un point de vue qu'ils ne sont pas obligés de partager. Je ne partage pas le fait qu'ils puissent continuer à nous faire croire qu'ils vont sauver notre pays en misant sur l'aléatoire, le conjoncturel. Non.
Très bien, un mot sur l'affaire Bemba qui semble prendre une tournure totalement inattendue puisque la CPI a arrêté le 23 et le 24 novembre quatre Congolais pour des atteintes présumées à l'administration de la justice dans le contexte de l'affaire qui oppose euh, dans l'affaire dans laquelle Jean-Pierre Bemba est poursuivi par la CPI. Monsieur Mbelou, on a comme l'impression que dans cette affaire, la participation du MLC aux concertations nationales ne semble pas avoir porté ses fruits. On a comme Mais l'impression que la démarche politique du MLC manque de lisibilité puisque elle ne semble pas porter chance à son leader. non, mais le problème n'est pas là. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est que plusieurs d'entre nous n'avons pas encore compris que la guerre de basse intensité menée contre notre pays est aussi la guerre de la justice internationale. Oui, Monsieur Mbelou, le gouvernement congolais a promis à l'issue des concertations nationales qu'il allait lui-même prendre en charge cette affaire de Jean-Pierre Bemba. mais il n'y a pas de gouvernement. Vous parlez de quoi là? Il n'y a pas de gouvernement congolais. Il y a un réseau transnational de prédation travaillant avec les élites compradeurs qui se retrouvent dans ce qui peut être considéré aujourd'hui comme institution congolaise. Si nous parlons de temps en temps du gouvernement congolais, c'est par abus de langage. Voilà pourquoi nous nous ajoutons toujours gouvernement fantoche. Il n'y a pas de gouvernement au Congo. Il y a un groupe de capitaux médaillés qui font partie du réseau transnational de la prédation opérant dans notre pays. Voilà pourquoi je voulais vous rappeler que tant que ce que vous considérez être, parce que moi je ne les considère pas comme étant des acteurs politiques, tant que ce que vous considérez être les acteurs politiques n'auront pas compris que la guerre contre notre pays, qui date de très longtemps, est aussi une guerre de la justice internationale, ils ne pourront pas se tirer d'affaire. Quand Carla Del Ponte a essayé de demander que certains acteurs mineurs impliqués dans cette guerre-là puissent être jugés, il a été purement et simplement défenestré de la Cour pénale internationale. Hein? Dès que nous perdons de vue que cette guerre est aussi une guerre de la justice internationale, nous passons à côté de la plaque. Et comme vous parlez du MLC, mais n'oubliez pas que le MLC, c'est comme le M23 aujourd'hui. Tous ces mouvements-là ont s'origine au Rwanda et en Ouganda. Le MLC, ça a été une fabrication de Museveni. Hein? Donc, ce sont des mouvements manipulables à souhait par leurs initiateurs et les parents de leurs initiateurs. Donc, ils savent par quel bout les tenir. Très bien. Près de 400 prisonniers politiques condamnés pour des affaires civiles ont été libérés de la prison centrale de Makala le vendredi 22 novembre suite à la grâce présidentielle accordée par Joseph Kabila. Parmi ces prisonniers, il y a Pierre-Jacques Chaloupa, mais on n'a pas vu Coutinho ni Diomaye Ndongala également ne fait pas partie de ces contingents qui a été libéré. Monsieur Mbelou, qu'est-ce qui peut expliquer est-ce que c'est à la suite des concertations nationales et le fait que Diomaye ne se retrouve pas sur la liste des libérés, cela voudrait-il dire il ne rentre pas dans les schémas des Kabila ou bien il n'a pas cédé, il reste dans sa position, il ne veut pas collaborer comme les autres les font, c'est du MLC par exemple? Ne commençons pas par bouder le plaisir de voir Pierre Chaloupa dehors. C'est un plaisir énorme que ce compatriote puisse être libéré. Ne boudons pas ce plaisir-là. Mais encore une fois, tout ne dépend pas
de ce monsieur-là. Ce monsieur-là exécute des ordres qui lui sont donnés par ses chefs. Et je m'excuse, hein, on va croire que c'est lié à ce que certains de mes critiques appellent un kabylisme, un anticabilisme primaire, mais M. Joseph Kabila n'est pas le président du Congo. Non. Essayons de corriger cette histoire-là. M. Joseph Kabila exécute les ordres qui lui sont donnés par les véritables responsables du Congo. Il fait office de je ne sais quel agent, il a des missions. Il y a un compatriote qui me disait le week-end passé qu'il est en train de jouer à peu près le même rôle que celui que Gorbatchev a joué en Russie pour mettre notre pays à plat. Alors, ce n'est pas étonnant que Diomi, les Coutinho et les autres ne puissent pas être relâchés. Relâcher Diomi et les autres, c'est, entre autres, rejoindre la lutte des véritables fils et filles du Congo. Il peut le faire pour faire semblant. Il peut refuser de le faire parce que un Diomi et un Coutinho dehors, c'est la victoire des dignes fils et filles du Congo. Or, ceux qui jurent par la mort du Congo ne voudraient pas avoir des mauvais exemples comme Coutinho et Diomi. Un miracle peut se produire, on peut les voir dehors, mais ce miracle-là peut être un piège tendu aux dignes fils et filles du Congo pour qu'ils acceptent que les marionnettes peuvent être considérées comme des véritables acteurs politiques du Congo. Donc il faut toujours rester éveillé sur les enjeux et les véritables acteurs, les véritables adversaires des Congolais. Voilà pourquoi je renvoie certains compatriotes qui voudraient toucher et approfondir cette question au livre. Il y a déjà Crime organisé, il y a Noir Canada, il y a la RDC face au complot de balkanisation et d'implosion. Il y a beaucoup de livres qui ont été déjà écrits sur la question, mais lire sa sorte de matière première peut contribuer à approfondir la question sur les véritables acteurs, les véritables adversaires des Congolais et des Congolaises. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et rendez-vous dans 14 jours. Merci bien, Monsieur Etienne Nandou, et que Dieu nous prête vie.